Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Réel Politique, toujours sur Al24 News. Bonsoir, professeur Mohamed Berkouk. Bonsoir, madame. Dans ce numéro, nous allons tenter de comprendre les enjeux régionaux et internationaux d'un conflit qui n'a que trop duré, celui du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique. Pour commencer, il serait peut-être utile de rappeler l'historique de ce conflit. Cela fait presque 50 ans que donc cette épineuse question hante le continent africain, n'est-ce pas? Absolument, c'est une question qui a duré plus de 50 ans. La date de la colonisation du Sahara occidental, c'est 1884, lors du partage de l'Afrique par les puissances coloniales européennes. Premier tort historique. Deuxième tort historique, c'est l'accord de Madrid en 1975 entre le royaume plutôt franco d'Espagne et le roi Hassan II et le président de la Mauritanie, Ahmed Ould Daddah. C'est le troisième tort historique, c'est l'incapacité des Nations Unies à engager véritablement un processus de décolonisation. La question du Sahara occidental est inscrite auprès de la 4e commission des Nations Unies chargée des questions politiques spéciales de la décolonisation depuis 1963. Le Conseil de sécurité avait entrepris une démarche de par l'adoption de la résolution 690, mois d'avril 1991, en instituant à la fois la MINURSO, mais aussi en développant une logique de décolonisation. La MINURSO, c'est la mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum Sahara occidental. Oui. Donc la mission, c'est pour décoloniser par l'appropriation de ce dossier, mais aussi la création des conditions pour l'organisation des référendums démocratiques, légales, permettant au peuple sahraoui de choisir librement son destin. Depuis 1991, on a vu le Royaume du Maroc et le Polisario signer à partir de septembre un accord de cessez-le-feu, oui. Puis l'accord militaire numéro 1 en 1998. Mais on voit aussi les Nations Unies, notamment le Conseil de sécurité, devenir otages d'enjeux géopolitiques de membres permanents, notamment la France. Donc c'est le troisième tort, c'est cette incapacité des Nations Unies à permettre à ce peuple de choisir librement son destin, vu le parrainage illégal, immoral de la position marocaine par un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Alors justement, acquérir cette indépendance est une question centrale pour le peuple sahraoui. Justement, j'aimerais revenir sur l'importance de la cause sahraoui actuellement sur la scène régionale et internationale face à des tentatives de noyer cette cause ou de marginaliser la cause sahraoui, professeur. C'est une cause qui ne pourrait jamais marginaliser. J'ai eu l'honneur de plaidoyer pour cette cause au niveau de la 4e commission en moins à 4 reprises. Parmi les 17 dossiers traités par la 4e commission, le dossier sahraoui, le dossier le plus solide, sur le plan à la fois juridique, sur le plan politique, sur le plan procédural. Il faut dire que, Madame Boukhari, que la question du Sahara occidental est une question déjà de décolonisation, traitée en tant que telle par la 4e commission depuis 1963, avoir l'opinion juridique de la Cour internationale de justice 1975 qui n'a trouvé aucun lien historique, sociétal ou d'allégeance entre le peuple du territoire occidental avec le Royaume du Maroc, à lire les différentes résolutions de l'OUA puis de l'Union africaine. L'Union africaine, la race est membre fondateur de cette union, mais aussi à voir aujourd'hui la société civile mondiale qui se mobilise au profit justement de cette cause, justement en soutien juste de cette cause qui est aussi une cause de justice. À lire aussi l'arrêt du tribunal de l'Union européenne il y a ça moins de 2 ans, pour comprendre que c'est une question de décolonisation, c'est une question d'agression, mais aussi c'est une reconnaissance de ce droit à l'autodétermination. D'ailleurs, toutes les résolutions du Conseil reconnaissent ce droit à l'autodétermination, mais surtout une reconnaissance de l'unique représentation
du Polisario en tant que représentant légitime du peuple sahraoui. Mais justement, est-ce que les puissances qui sont notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU sont conscients que c'est une question centrale, c'est une question de décolonisation? C'est une question de décolonisation. Comme je disais, toutes les résolutions reconnaissent ce droit. Oui. Malheureusement, ce qui entrave sa mise en œuvre, c'est ce parrainage immoral de la position marocaine par un membre permanent du Conseil de sécurité. À lire toutes les résolutions de renouvellement du mandat de Lamine Ousso, dans la dernière résolution 2654 mois d'octobre 2022, c'est une reconnaissance de ce droit. Malheureusement, aujourd'hui, il faut dire que la seule façon de régler ce problème, ce n'est pas une solution politique, mais plutôt une mise en œuvre de ce droit fondamental, du droit international. La Charte des Nations Unies a désigné ce droit comme étant un droit inaliénable. La résolution 14 décembre 1960 l'a désigné aussi en tant que droit inaliénable. Le peuple sahraoui qui défend son droit et qui soutient son leadership et qui ne cesserait non pas seulement de le revendiquer, mais de résister toutes sortes d'agressions de ce droit par la colonisation marocaine, mais aussi par les soutiens immoraux à cette partie au conflit qui est le Maroc. Alors, il faut dire que le dossier est actuellement face à une impasse, puisque le référendum pour l'autodétermination n'a pas été donc réalisé, n'a pas été concrétisé. Professeur Mohamed Belfouq, à qui profite, à votre avis, selon vous, donc le statu quo que vit... Le statu quo ne profite pas au peuple marocain. Certainement ne profite pas à la construction de cet espace de paix et de sécurité, parce que le Maroc, encore une fois, est en train d'exercer sa volonté par la force sur le territoire du peuple du Sahara occidental. Il faut rappeler, Mme Boukhari, que le Maroc, dans sa doctrine, il a cette notion de frontière, entre guillemets, flexible, de la mer Méditerranée jusqu'au fleuve du Sénégal. Oui. C'est pratiquement la même logique que l'antisémitisme par rapport à la question palestinienne. Oui. Il est en train aussi de contrôler le territoire par plus de 175 000 entre agents de sécurité qui sont des agents de répression, police, parasécurité, mais aussi armée, mais aussi en violant d'une manière quotidienne tous les droits du peuple sahraoui, droits et libertés, mais aussi en spoliant ses richesses naturelles pour financer cette stratégie de colonisation, mais aussi pour financer des stratégies de manipulation, de propagande. C'est l'OCP, c'est l'Office chérifien du phosphate, qui finance aujourd'hui aux environs de 34 lobbies justement pour qu'il y ait cette manipulation, cette propagande, seulement aux États-Unis. Mais c'est cette manne financière issue de la spoliation des richesses que le Maroc est en train de financer aussi des relais médiatiques en France. Oui. L'écrivain marocain Omar Brouski, dans un livre La République du Roi, a prouvé que des relais médiatiques sont en train d'essayer de donner une certaine légitimité à cette occupation, mais aussi de s'attaquer à des États qui soutiennent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, soit en Afrique ou ailleurs. Alors, en évoquant, professeur, la responsabilité qui incombe à la communauté internationale, parlons de l'apport ou de la contribution de l'Union africaine pour trouver justement une solution à ce conflit. À votre avis, comment évaluer donc le rôle de l'Union africaine, notamment après la réadmission du Maroc au sein de l'organisation panafricaine? Le Maroc n'a jamais été membre de l'Union africaine. L'Union africaine, c'est une organisation internationale à caractère régional et multilatéral qui a été créée en 2002. Le Maroc n'était pas fondateur de cette organisation. Elle a rejoint cette organisation en 2017. L'objectif essentiel, c'était justement
de miner cette organisation et de créer des dissensus en ce sens. On l'a vu par rapport à ce projet d'adhésion de l'antisionisme en tant que membre observateur au sein de cette union et le parrainage du Maroc de cette initiative. On voit d'un autre côté que le Sahara occidental est un acteur souverain. Il a les mêmes droits souverains que les autres membres en tant que membre fondateur. Il est considéré comme État. C'est un État, c'est la République arabo-sahraoui démocratique. Et que cet État a tous les droits. D'ailleurs, le Maroc a été confronté à un certain nombre de dilemmes par rapport à la participation légitime de la race à un certain nombre de forats, soit multilatéraux avec l'Union européenne ou entre l'Union africaine et d'autres acteurs, comme la Chine par exemple, parce que c'est une question de droit aussi. L'Union africaine a aujourd'hui une importante responsabilité à accompagner les Sahraouis dans leur combat pour la décolonisation, parce que l'essence du panafricanisme, c'est justement la libération de tous ces territoires et l'émancipation de tous ces peuples. Mais c'est un dossier qui divise toujours au sein de l'Union africaine, parmi les membres de l'Union africaine, professeur, n'est-ce pas? C'est ce qui apparaît plutôt sur le plan médiatique, parce qu'aujourd'hui, c'est l'Union africaine, par la logique du consensus, et ont aussi cette volonté, justement, d'arriver à un parachèvement du processus de décolonisation. Oui. Il faut dire que même au sein des pays notamment francophones, qui étaient complices, dont d'autres qui ont aussi retiré leur complicité entre guillemets par rapport à ce conflit, par rapport au Sahara occidental. Mais aujourd'hui, il faut dire que l'Union africaine a cette responsabilité aussi, comme je dis, d'accompagner les Sahraouis, notamment en se réappropriant le dossier. Donc c'est l'OUA qui avait transféré le dossier de l'Union africaine, de l'OUA plutôt, au Conseil de sécurité en 1991 notamment, avec la résolution 690. Mais aujourd'hui, l'Union africaine a cette responsabilité. Et les États qui représentent, les États africains qui représentent l'Afrique au sein du Conseil de sécurité ont ce devoir et ont cette responsabilité de défendre ce dossier. D'autant plus que le Maroc viole donc on va dire un article fondateur de l'Union africaine. Le Maroc a déjà violé un autre principe fondateur de l'OU, du panafricanisme, développé en 1963, c'est la notion du bon voisinage. Mais il faut dire, Madame Boukhari, que le Maroc n'a jamais respecté ce principe, n'a jamais développé une logique de bon voisinage. Je vais vous donner des exemples. Le premier exemple, c'est sa non-reconnaissance de l'indépendance de la Mauritanie de 1960 à 1969. Deuxième chose, c'est son agression contre notre pays en 1963. L'autre exemple, c'est la colonisation, l'occupation du territoire et la suppression des libertés du peuple sahraoui et la spoliation de ses richesses. Donc ce principe ne fait pas partie de cette doctrine marocaine. Il faut dire que le Maroc, l'histoire l'enregistre, que le Maroc a toujours œuvré, non pas pour la stabilité, mais plutôt pour la division et pour la déstabilisation. D'où l'importance du soutien de pays comme l'Afrique du Sud, l'Algérie à la cause sahraoui, c'est important. Absolument. Oui. Parce que déjà, comme je disais, le Maroc avait participé dans la déstabilisation de l'Angola pendant la guerre froide, dans ce qu'ils appellent les opérations par procuration, en soutenant un groupe contre l'État. On l'a vu dans les deux interventions françaises à Chaban en 1977, par exemple. Mais en matière de décolonisation, il y a un consensus africain. Le panafricanisme est construit autour de ce principe. Le deuxième principe, solution africaine, problème africain, c'est pour ça que l'Union africaine a cette responsabilité. L'Union africaine doit travailler davantage pour développer une nouvelle stratégie, justement pour l'accompagnement du processus, un processus de décolonisation par voie référendaire. C'est l'essence de la résolution 690. C'est l'essence du processus
de mise en œuvre d'un principe fondamental de la Charte des Nations Unies, Oui. l'autodétermination. Alors, organiser ce référendum, c'est aussi le rôle de la communauté internationale, professeur Mohamed Barkour, la communauté internationale qui est pleinement impliquée dans le dossier. Il faudrait qu'elle agisse. Elle doit s'appliquer davantage. Malheureusement, on a vu des situations où la communauté internationale n'a pas joué son rôle. Oui. On a vu lors de la décision qui a été prise par le Maroc par rapport à la suppression d'un certain nombre de postes au niveau de la MINURSO il y a quelques années. On a vu le Maroc qui refuse d'organiser la visite du envoyé spécial des Nations Unies selon des règles de droit international, mais aussi des règles diplomatiques reconnues. Aujourd'hui, la communauté internationale a cette responsabilité. Quand je parle de la communauté internationale, je parle essentiellement des Nations Unies. Quand je parle aussi de la communauté internationale, je parle de notre région de l'Afrique. Mais quand je parle de la communauté internationale, je parle aussi des partenaires du Maroc, mais aussi de la construction des situations de résolution de conflits. L'Union européenne, par exemple. Oui. On a vu au sein de l'Union européenne des situations où le Maroc a été aidé dans la transgression de principes, mais on a vu dans d'autres situations où, au moins à travers le pays, où sur le plan juridique et judiciaire, il y a des arrêts au profit de ce peuple sahraoui qui doit être protégé dans au moins trois sens, le droit international, le droit d'autodétermination, la notion des droits de l'homme et la question des richesses naturelles. Cela nous amène peut-être à parler justement du revirement de l'Espagne dans ce dossier et ses conséquences. Professeur, quelle est votre lecture sur justement l'impact qu'a eu ce revirement de l'Espagne concernant le Sahara occidental? L'Espagne a été la puissance administrante. Oui. Elle a une responsabilité à la fois historique mais aussi juridique. Ce revirement, il y a ça un an et demi, est un revirement causé non pas par des situations politiques, mais plutôt par des situations que tout le monde a qualifiées de marchandage, de chantage, liées notamment à la question migratoire, mais aussi à la question de la drogue en provenance de ce pays. Il faut dire que l'Espagne, dans ce dossier, a toujours cette responsabilité et que la communauté internationale doit prendre en compte à la fois sa responsabilité historique et juridique dans les schémas de résolution de ce conflit. Le conflit actuellement connaît aussi une nouvelle dynamique suite à la reprise du droit à la résistance armée par les Sahraouis à partir du 20 novembre 2020, lors des événements de Guerguerat. Et c'est ce droit à la résistance qui englobe à la fois la dimension militaire, mais aussi la dimension juridique, la dimension médiatique et la dimension populaire qui est en train de donner un autre souffle à la question. Malgré donc ce revirement. Absolument. On voit lors des réunions de l'ECOCO, dans la société civile européenne mais aussi mondiale, de plus en plus de soutien de cette société civile mondiale. La question du Sahara occidental, on voit un certain nombre de pays européens, notamment l'Europe du Nord, qui soutiennent cette cause et qui œuvrent justement pour son règlement, au moins pour plus de justice dans la gestion des relations entre l'Union européenne et le Maroc, en faisant une différence de droit entre le territoire marocain et le territoire du Sahara occidental, notamment ce qui concerne les produits. C'est pour ça que l'arrêt du tribunal de l'Union européenne a été très clair dans ce sens. On a vu même par rapport aux États-Unis, Mme Boukhari, oui. Dans l'accord de la TIFA, donc dans cet accord de libre-échange, où il y a une distinction entre les deux territoires, un territoire qui est occupé illégalement par le Maroc et le territoire du Royaume du Maroc. On a vu aussi, même dans un certain pays européen, même au sein des institutions, de plus en plus de soutien à la cause sahraoui. On a vu, on le voit d'ailleurs depuis quelques années, de plus en plus d'actions
ont été prises par le Parlement français, l'Assemblée nationale française par exemple. En son sein, un certain nombre d'activités sont organisées au profit du Sahara. Il existe une prise de conscience. Il y a prise de conscience, mais aussi d'action politique en faveur de la question sahraoui. On voit dans un pays comme la Slovénie, qui a institué il y a plus de 10 années un centre de recherche dédié à la question du Sahara occidental. J'ai eu l'honneur d'animer une conférence en 2013, je crois, oui. Sur la question. Il y a à travers le monde aussi, même en Australie, en Nouvelle-Zélande, il y a des actions judiciaires entreprises contre des compagnies de ce pays qui importent du phosphate et ses dérivés, le rock phosphate ou d'autres produits dérivés, de Boukra, comme étant une participation directe dans la spoliation des richesses intérieures de ce pays. Alors on l'a compris, la cause sahraoui fait face à de nombreux défis sur le plan interne, mais également externe. Professeur, le Front Polisario est en train justement de préparer son 13e congrès. Quels sont, à votre avis, les défis auxquels le Front Polisario est actuellement confronté? Je ne crois pas qu'il soit confronté à des défis. Le Polisario, pour son 50e anniversaire, connaît un essor de plus en plus solide. Le peuple sahraoui est uni sur deux choses. Oui. La défense de sa cause jusqu'à la libération, mais aussi son soutien à son leadership. Deux choses qui augurent d'un avenir certain pour la question sahraoui. C'est toute 3 générations en matière d'occupation depuis 1975, on est la 3e génération au moins, mais il y a toujours cette volonté partagée par tous pour mener le combat jusqu'à la mise en œuvre de leur droit à l'autodétermination. L'unité est importante dans ces moments, absolument. Professeur. À connaître les Sahraouis de près, c'est un peuple à principe, mais c'est aussi un peuple qui défend sa cause et qui défend aussi cette volonté de rester uni au profit de cette cause. Le Maroc a toujours essayé de créer des dissensions au sein de ce leadership, mais a toujours failli. Et c'est le Polisario qui est reconnu mondialement, au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union européenne et d'autres, comme représentant unique et légitime des Sahraouis. L'arrêt du tribunal de l'Union européenne l'a défini comme seul représentant du peuple sahraoui et du territoire. Donc pour tout projet d'accord concernant les ressources halieutiques ou naturelles, c'est le peuple sahraoui, par le biais de ses représentants, qui doivent être consultés. C'est l'arrêt du tribunal de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, le Polisario est en train de renouveler encore sa détermination à mener son combat, sa résistance multiforme, jusqu'à la libération du territoire. Aujourd'hui, le Maroc est confronté à des défis. Son défi, c'est que le retour à la résistance armée le 20 novembre 2020 a créé aussi des situations d'usure. Justement, j'allais vous demander quel est l'avenir de cette résistance armée du peuple sahraoui lorsqu'on sait que les Sahraouis ont repris donc les armes pour défendre leur territoire. Le peuple sahraoui est de nature résistant, mais aussi de nature paisible. Il est toujours en faveur, il est toujours paisible en matière de conscience, parce qu'il n'a jamais agressé un autre acteur, un autre pays de la région, n'a jamais transgressé le droit international. Prôné le processus pacifique. Absolument. Oui. La recherche à la paix doit passer par un certain nombre d'actions. Donner confiance au droit international, agir par la voie diplomatique, agir par la mobilisation de la société civile, par les médias, c'est important. Mais quand on voit qu'il y a un parrainage immoral et illégal à une colonisation, il y a aussi ces abus en matière de soutien à cette approche. La résistance armée est aussi un droit
reconnue par le droit international. Donc c'est pour ça que je dis que le peuple est paisible, ce n'est pas la recherche de conflictualité, elle est toujours en défense de la paix parce qu'il est respectueux du droit international, mais le 20 novembre 2020, c'était pratiquement la goutte qui avait débordé le vase lors de ces actions agressives menées par les forces marocaines à Guerguerat. Il est important de continuer à résister militairement. La résistance est un choix. Oui. C'est un choix, des fois, qui est dicté par le contexte. Les Sahraouis avaient donné une chance à la paix en renonçant à l'action armée en 1991, septembre 1991. Mais renoncer, c'était avec une bonne foi. Et la foi qui leur dictait d'autres choix de résistance diplomatique et politique. Mais quand on voit que le Maroc avait totalement transgressé l'accord de 1991 et que la MINURSO a été pratiquement désarmée par rapport à sa mission, et il est devenu quelque part légitime aussi de revoir d'autres solutions et de trouver d'autres solutions de résistance. Merci, professeur Mohamed Belkhour, de nous avoir éclairé sur cette question. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.